La revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1. Olivier, Donald Trump est-il en train de convaincre les Français des vertus du libéralisme ? Écoutez, quelque chose malheur est bon, dit le proverbe, et c'est sans doute l'un des paradoxes de la période troublée que nous sommes en train de traverser. Les Français, peuple nourri aux mamelles du christianisme et du communisme, ce vieux pays qui a un problème avec l'argent, semble tout d'un coup converti aux vertus du libéralisme. Mais dans les Échos ce matin, Gaspard Koenig n'en revient pas. Rien n'est plus stupéfiant, écrit-il, que la rapidité avec laquelle les partis politiques et l'opinion publique semblent s'être retournés en faveur du libre-échange, écrit-il, et de se rappeler lorsqu'il travaillait au ministère des Finances, les efforts vains que nous déployons pour présenter à nos compatriotes les vertus économiques de la baisse des barrières tarifaires. Plus récemment, rappelle-t-il encore, le traité de Mercosur a fait l'unanimité contre lui. Jusqu'à présent, l'idée d'une mondialisation heureuse n'avait jamais convaincu personne en France, ni à droite, ni à gauche. Mais ça donc, c'était avant Donald Trump, avant que l'onde de choc ne se propage. Parce que désormais, et ce matin encore, d'un quotidien à l'autre, on sonne le tocsin. Un vent de panique souffle sur les bourses mondiales, s'inquiète par exemple Ouest France en gros titre. Même La Croix, qui professe depuis longtemps qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Même La Croix consacre 2 pleines pages à l'affolement des marchés. Mais c'est que l'inflation qui en résultera va être particulièrement douloureuse pour les plus modestes, précise-t-il. Ouf, non. Riche ou pauvre, ce choc planétaire ne présage rien de bon, prévient Jacques-Olivier Martin à la une du Figaro. À court terme, les marchés vacillent sur fond d'incertitude. À moyen terme, les échanges vont ralentir, les usines souffrir. Et plus tard encore, c'est l'innovation qui reculera, les économies qui s'appauvriront. Oui. Ce à quoi nous sommes en train d'assister est beaucoup plus qu'un krach boursier, affirme Nicolas Bétou à la une de l'Opinion. L'effondrement des bourses n'est que la partie visible d'un choc beaucoup plus grave dont l'économie globale mettra longtemps à se relever. En tout cas, Olivier, c'est aussi la preuve que la politique n'est pas démonétisée. Et que malheureusement, un homme à lui tout seul peut faire basculer le monde dans le chaos, à la condition tout de même qu'il occupe le bureau ovale de la Maison-Blanche. Mais c'est vrai, et c'est assez unique dans l'histoire des crises économiques, constate Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA. Cette fois, le politique est à l'origine du choc. Vous lirez son interview dans Les Échos. Contrairement aux grands épisodes de crise boursière, souvent liés à des évolutions macroéconomiques, cette fois, il s'agit de dommages entièrement auto-infligés par les autorités américaines. Et l'embêtant, poursuit-il, c'est qu'en général, lorsqu'un choc se produit, on attend que la cavalerie arrive. La cavalerie, c'est-à-dire la Fed ou le gouvernement. Or là, c'est le politique lui-même qui est à l'origine du problème. Et les politiques en France, comment réagissent-ils ? Eh bien écoutez, ils gardent leur sang-froid. Témoin cette petite info donnée par Olivier Beaumont du Parisien aujourd'hui en France. Hier, pendant que les traders se faisaient harakiri dans les salles de marché, François Bayrou, lui, a planté son arbre. C'est une tradition depuis Raymond Barre. Au bout de 6 mois, à Matignon, chaque Premier ministre plante son arbrisseau dans le beau jardin de la rue de Varennes. Alors, certains esprits chagrins noteront peut-être que cela ne fait pas 6 mois que Bayrou est à Matignon. Mais ce n'est pas ce que vous croyez, Dimitri. Ce n'est pas parce qu'il craint d'être motion de censurer avant la date fatidique qu'il a anticipé la séance de jardinage, mais parce que le début avril est le meilleur moment pour planter un arbre. Et en plus, hier, il faisait beau. Bon, tandis que certains prennent le soleil, d'autres ne perdent pas le nord, le Parisien, encore lui, nous indique comment certains élus de la capitale sèchent le Conseil de Paris, mais empochent quand même les indemnités de présence. Comment cette diablerie est-elle possible, me direz-vous ? Facile. Il s'agit juste de passer 5 minutes, signer la feuille de démargement et de repartir, explique Élie Julien. C'est une honte, confie un élu assidu. Certains empochent ainsi 3 000 € par mois pour 6 signatures. Mais alors de qui s'agit-il ? Alors je sens que vous êtes curieux. Eh bien, ce sont notamment pointés du doigt Rachida Dati, le socialiste Jean-François Martin, ou encore l'écologiste Alice Coffin. Oui, la même qui court les plateaux de télé pour faire des leçons de morale à la terre entière. Plus sérieusement, il y a aussi des politiques qui travaillent. L'Opinion nous apprend que Bruno Retailleau a décidé de s'attaquer à la charia des frères musulmans. Le ministre de l'Intérieur entend mettre le danger de l'entrisme frériste dans le débat public. Il va s'appuyer sur un rapport jusque-là confidentiel où figurent les institutions incriminées. Quelques 130 lieux de culte musulmans seraient affiliés. Les lycées Averroès de Lille, Al-Kindi près de Lyon, l'Institut de formation de Château-Chinon ou le comité contre l'islamophobie. Après le premier flic de France, on passe
à l'amour du poulet. Les Français en sont dingues, nous apprend le Figaro. Le poulet est devenu la viande la plus consommée dans l'Hexagone, presque 25 kilos par an et par personne. Alors pourquoi ? Eh ben c'est pas cher, c'est pas gras, et puis la différence du porc, c'est accepté par toutes les religions. Bref, le poulet, c'est tendance, il fait même naître des expressions comme « c'est quoi ce poulet ?» Alors personnellement, je ne connaissais pas. Heureusement, Éric de la Chênaie explique que c'est le rappeur Caris, que je ne connaissais pas non plus, qui l'a popularisé. C'est quoi ce poulet ? Ça signifie « c'est incroyable ». Alors vous pouvez vous foutre de moi et faire Cattleya maintenant. Alors ça, je pense qu'il y a de moins en moins de gens Faire Cattleya qui savent ce que ça veut dire. Bah non, ça veut dire quoi ? Parce que les Français ne lisent plus, ou plus beaucoup. C'est ce qui ressort d'une étude du Centre national du livre que révèle le Figaro. Le constat est très inquiétant. Les écrans cannibalisent définitivement la lecture. Nous passons tous les jours 3h21 devant les écrans durant notre temps libre, et même plus de 5 heures chez les 15-19 ans. Moins d'un Français sur deux lit tous les jours, ou presque, et puis les femmes lisent beaucoup plus que les hommes. Il y a plein d'infos dans cette enquête. Lisez cette double page signée Alice Develay et Victoire Lemoigne, et j'en reviens à faire Cattleya. C'est dans Proust, c'est Swann et Odette, ça veut dire faire l'amour. Si vous préférez, faire Cattleya, c'est du poulet. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse chaque matin sur Europe 1. Faire